Dans l'interview du jour, nous allons recevoir Crypto Oslo, qui est un analyste on-chain qui travaille pour BubbleMac et qui est principalement sur le réseau X pour les boomers, Twitter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, on va donc parler d'investigation on-chain, du côté lanceur d'alerte qu'il peut avoir. On va aussi parler du suivi du portefeuille des whales et essayer de montrer comment il a pu dénicher et traquer certains scams, comme par exemple le projet d'Andrew Tate ou encore Guinan. Il nous parlera aussi du dropshipping et des crypto-monnaies et nous finirons par son avis sur le marché. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif de la vidéo du jour avec l'interview de Crypto Oslo. Salut Oslo, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, tout va bien, donc merci de nous donner un peu de ton temps pour venir apporter de la valeur sur la chaîne. Donc pour commencer, les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation de toi, de la façon dont tu le souhaites et avec tes propres mots. Ok, moi c'est Oslo sur Twitter, enfin CryptoSlo sur Twitter. Je suis analyste on-chain et enquêteur sur les projets crypto en général, pour dénoncer, de base pour dénoncer les scams. Maintenant, je bosse depuis début mars à temps plein chez l'entreprise Bubble Maps qui fait de l'analyse on-chain et de la visualisation de données on-chain. Voilà globalement ce que je fais dans l'écosystème. Ok, très intéressant. Et pour continuer un peu ta présentation, j'aimerais, si tu veux bien, faire un petit jeu, le jeu du tu préfères, Mhm. où je vais te donner le choix entre deux réponses et tu devras en choisir une du coup. Je trouve que ça Allez. c'est une manière un peu originale de te présenter aussi. Ok, donc on va attaquer. Du coup, tu préfères travailler en équipe ou de manière indépendante? C'est un peu compliqué ça. Je suis plus, je préfère indépendant en vrai. Ok. T'es plus musique ou podcast? Hein, hein. Ça dépend ce que je fais. Musique, on va dire. Si on parle en termes de boulot et de ce que je fais dans la crypto, plus musique quand même. Ok. T'es plus le jeu de société Cluedo ou qui est-ce? Cluedo. Tu vas plus être Ethereum ou Bitcoin? Oh là là, Bitcoin quand même, hein. Le roi. Tu préfères analyser un hack sur un bridge crowdchain ou résoudre une série de transactions suspectes dans une DAO fortement centralisée? Alors c'est compliqué une question dans le sens où si ça dépend de la centralisation en question. De base, je préfère éviter tout ce qui est bridge parce que c'est vraiment ultra relou. Mais si c'est centralisé en mode comme sur Binance avec un hot wallet, bah, tu perds juste la trace en fait, donc tu peux pas vraiment faire une enquête dessus. Donc je te dirais plus sur les transactions suspectes, mais ça dépend de la centralisation quand même. Ok. Tu préfères faire une due diligence d'un projet soutenu par une célébrité douteuse ou auditer un projet anonyme avec une équipe inconnue? Ah, c'est intéressant ça. Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je préfère faire en termes de facilité, c'est plus facile avec la célébrité douteuse, parce qu'en général ça va très vite. Par contre, en termes d'intéressement, même si l'équipe est anonyme, le projet derrière peut être intéressant. Donc je te dirais un peu des deux. Ok. T'es plus NFT ou même coin? Hmm. Plus, j'étais plus NFT, maintenant, à part pour la techno, j'y crois plus trop, donc je vais dire Memecoin quand même, actuellement. Ok. Tu préfères avoir une intuition immédiate qui résout une enquête on-chain complexe ou découvrir un détail mineur qui finit par faire tomber un Ponzi? Le détail mineur qui fait tomber quelque chose de gros derrière, Ok. sans hésiter. Et une petite dernière, tu préfères effectuer une analyse on-chain d'un projet NFT dont la légitimité est incertaine ou mener une enquête sur un projet DeFi promettant des rendements, on va dire, un peu fous et irréalistes? Pareil, je te dirais un peu des deux, c'est dur, parce que enfin, la DeFi, il y a plein de trucs tellement compliqués que ça dépend du projet. Genre quand il y a eu les trucs avec Bootloo et tout, avec StakeDAO, bah, en fait, moi, j'y connais rien sur ces protocoles-là. Du coup, il faut se former avant pour faire un truc correct. Donc, c'est un peu des deux, quoi. Ok, pas de souci. Bah, très sympa d'avoir fait ce petit jeu avec toi. Maintenant, on va passer sur ta spécialité, du coup, tout ce qui est investigation et analyse on-chain. Je voulais que tu nous définisses un peu en tes mots qu'est-ce qu'était pour toi l'investigation on-chain et l'analyse on-chain
d'un point de vue plus large? Et surtout, pourquoi tu l'utilisais? Si tu étais plus pour, par exemple, essayer de comprendre et un peu mieux timer les cycles ou plus pour checker un projet? Alors du coup, moi, l'analyse on-chain, je la définis comme l'analyse des flux financiers. Quand je le raconte aux gens qui connaissent pas forcément, je dis, par exemple, si moi je te fais un virement bancaire, personne ne le sait à part nous deux. Même si tu as le RIB de la personne, tu peux pas checker ce qui se passe sur le compte bancaire. Avec l'analyse on-chain, en fait, sur la blockchain, tout est visible, toutes les transactions sont visibles. Donc si on connaît l'adresse, soit de destination, soit de départ, on peut checker en fait ces transactions-là. Et du coup, ça permet d'analyser les flux. Il y a plusieurs raisons qui font que je le fais moi. J'ai commencé d'abord parce que je m'étais fait rug et donc je voulais voir où étaient passés les fonds. Donc là, plus côté arnaque. Je l'ai très peu fait côté investissement. Voir si c'est le bon moment pour rentrer sur Bitcoin, par exemple, via l'analyse on-chain. Il y a ProfChain qui le fait très bien. Ça, je ne l'ai jamais trop fait. Moi, je suis vraiment spécialisé dans l'arnaque, on va dire. Retracer des fonds, voir des. Enfin, arnaque ou hack, tu vois. Genre, trouver où sont arrivés les fonds, ou alors, depuis que je suis chez Bubble Maps, plus faire de l'analyse sur la distribution de la supply de certains tokens, notamment les mêmes coins en ce moment. Mais voilà, l'analyse on-chain permet en fait plusieurs choses, notamment, si on doit résumer, ça permet de voir le pourcentage de distribution d'un token, ça permet de savoir où les fonds d'un projet sont allés, par exemple, ça permet aussi de savoir combien une adresse a vendu de tel token ou tel token, de savoir quand elle l'a vendu, et de savoir à quelle paire elle est connectée, c'est-à-dire deux wallets qui se connaissent, qu'on fait un transfert entre eux de façon, si c'est deux wallets privés, hein, on ne parle pas des hot wallets de Binance ou des trucs comme ça. En fait, s'il y a un transfert sans, on va dire, de peer-to-peer, c'est forcément qu'ils se connaissent. Ça permet donc de trouver des groupes de personnes ou des groupes d'entités qui finalement se connaissent on-chain, quoi. Ok, et je voulais savoir, bon, tu nous as dit que tu l'utilisais pas trop pour l'investissement, mais pour choisir des projets ou mieux les comprendre, est-ce que tu l'as complété avec un peu d'analyse fondamentale? Ouais, au tout départ, en fait, quand j'ai commencé à faire de l'enquête sur Twitter, je faisais pas mal d'analyses fondamentales. Notamment, je regardais tout ce qui était white paper, je regardais les points qui allaient pas. Et à la base, je basais mes enquêtes là-dessus. C'est que après que j'ai commencé à vraiment me spécialiser en investigation on-chain. Parce que tout simplement, j'ai commencé avec pas mal de projets NFT. Et donc, au fur et à mesure, bah, les gens, plutôt que de me demander si le projet était viable, ils m'ont demandé où sont les fonds. En fait, quand le projet faisait plus rien, on me demandait oui, ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles de ce projet-là, les fondateurs répondent plus, machin, est-ce que tu peux regarder où sont partis les fonds? Et donc, en fait, tout naturellement, j'ai été plus après sur l'analyse on-chain. Et je fais maintenant très peu de fonda sur mes enquêtes, quoi. Ok, et je voulais savoir ce que tu penses de l'analyse technique. C'est vrai que la plupart des personnes, ils sont soit plus fonda, on-chain, soit plus technique. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardais un peu possiblement pour investir? Ou alors, peut-être que tu suis des comptes Twitter qui le font mieux que toi parce que tu n'as pas envie de perdre ton temps là-dessus? Ou alors, est-ce que tu trouves que c'est pas forcément une discipline très utile, en tout cas pour ton profil? Si, moi, il faut savoir que mon compte Twitter, j'ai commencé par partager l'analyse technique. De décembre 2021 à mars 2022, avril 2022. J'ai commencé par de l'analyse technique, j'en faisais aussi chez le Journal du Coin. J'ai fait quelques threads d'outils. J'ai expliqué Fibonacci, j'ai expliqué ce que c'était le RSI, les trucs comme ça. Donc j'en fais toujours moi un petit peu côté perso, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, maintenant il y a énormément de comptes qui sont bien meilleurs que moi, et donc j'ai laissé tomber ça. J'en parle plus parce que ça sert à rien d'amener la communauté dans un truc que je maîtrise pas forcément. Et donc je le fais de mon côté quand je veux investir de temps en temps. Ouais, ça m'arrive même de prendre quelques trades à droite à gauche, mais je suis pas aussi bon que certains que je suis. Ouais, effectivement, donc je le partage plus forcément. Ok, ouais, du coup, tu as un profil quand même assez complet, vu que tu fais du fonda, tu fais de l'on-chain et tu as fait un peu d'analyse technique, donc tu as quand même des bases un peu partout pour t'aider à mieux choisir les premiers projets et mieux investir. Ouais, il y a que la DeFi où je suis vraiment une bille. Je fais absolument pas de DeFi, je fais pas mes devoirs là-dessus. Et, donc ouais, analyse technique un petit peu, c'est vrai que j'ai des bases en fait, notamment sur le price action et tout ça. Et derrière l'analyse fonda, j'ai un peu plus que des bases dans le sens où on a quand même essayé de monter une boîte avec Esprit Cryptique et Grégory Guittard du Journal du Coin. Une boîte qui faisait de la due diligence. Bon, il s'avère que
malheureusement, les gens ne sont pas encore prêts, enfin les institutionnels, les entreprises ne sont pas encore prêts à payer le prix d'une due diligence complète. Et on peut pas leur en vouloir, hein. Les gens rentrent sur les projets sans due diligence, donc de toute façon, pourquoi ils paieraient si les gens rentrent quand même? Et donc là-dessus, on était quand même assez complet, quoi. Après, c'est vrai que l'analyse on-chain, maintenant, c'est vraiment mon quotidien. Là-dessus, je suis vraiment spécialisé, quoi. Ok, et je voulais passer sur une autre partie de ton compte Twitter, tout ce qui était un peu lanceur d'alerte. Donc déjà, est-ce que tu te vois vraiment comme un lanceur d'alerte qui détecte les câbles? Et surtout, comment tu les détectes? Est-ce que il y a un petit truc qui va te mettre la puce à l'oreille? Est-ce que tu vas suivre possiblement d'autres comptes qui vont remonter des choses? Qu'est-ce qui te lance sur une enquête ou à essayer de creuser sur un projet? Alors, lanceur d'alerte, on va dire que je me suis considéré comme tel il y a un petit moment. Surtout quand je trouvais des projets que je disais attention, ce projet, ça va foirer, ou je pense que ça va foirer, attention, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Là, je pense notamment à tout ce qu'il y avait eu avec Crazy Carts, avec The Kairi 78 qui avait promu des projets NFT, et évidemment la plus grosse enquête que j'ai fait qui est Plush. Là, je me considère un peu plus comme lanceur d'alerte. Maintenant, je publie vachement moins sur mon compte parce que déjà j'ai moins de temps via le taf avec Bubble Maps, et j'ai moins de temps surtout de faire des recherches aussi approfondies que je faisais, enfin comme je faisais. Donc actuellement, je me définirais plus trop comme lanceur d'alerte, mais je pense que je l'ai été. Et comment je trouvais les projets, faut savoir que quand je l'ai fait, c'était 2022, c'était le plein boom des NFT, donc en fait, t'en voyais passer vraiment tout le temps. Et il y avait plein de gens qui n'étaient pas de l'écosystème qui en faisaient la promotion, donc c'était assez facile de trouver un projet avec un peu des red flags, quoi. Donc là, en général, j'allais direct dessus. Sinon, après, tout ce qui a été le dernier que j'ai fait, là, qui était Ballman, là, c'est pas vraiment du lanceur d'alerte non plus, dans le sens où c'est principalement on-chain, et là, c'est les gens qui sont venus me voir, le projet était déjà au point mort. Donc là, je me considère pas comme lanceur d'alerte. À la limite, je pourrais être journaliste d'investigation, entre guillemets, mais j'ai pas protégé les gens en leur disant avant que ça allait foirer, tu vois. Contrairement à Plush, à Crazy Cart et ces trucs comme ça, quoi. Ok, et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené un peu dans l'univers de la blockchain et les cryptos? Est-ce que c'était, comme beaucoup de personnes au début, l'appât du gain? Ou est-ce que c'était plus le côté, vu que tu as l'air d'être un peu lanceur d'alerte et que tu aimes bien remonter les câbles, le côté un peu plus, côté cypherpunk pour certains, un peu plus technique, avec ce côté liberté d'expression et transparence de la blockchain? Alors au départ, c'était carrément pour l'argent. J'ai vu passer plusieurs fois Bitcoin un peu dans les news et des trucs comme ça. Faut savoir, moi j'ai investi en janvier 2021. Je me suis intéressé en décembre 2020 et j'ai lu pas mal de choses avant d'investir pour ne pas investir dans ce que je connaissais pas du tout. Et premier investissement, je dirais mi-janvier ou fin janvier 2021. Et ce qui m'a fait rester, par contre, effectivement, c'est tout ce qui est transparence et tout ça. Il faut savoir que moi, je suis un aficionados de les banques sont des bip bip, tu vois. Je suis complètement anti-banque. J'ai eu pas mal de problèmes déjà avec des banques dans le passé. Et du coup, ça m'a complètement fait rester une fois que j'ai découvert l'utilité de Bitcoin. Et derrière, bah, quand tu t'intéresses à Bitcoin, forcément, tu t'intéresses à aussi tout ce qu'il y a à côté. Et du coup, bah, je suis resté dedans. Et en plus, je suis arrivé en plein bull run en 2021. Donc, c'est vrai que ça aide à rester forcément quand tu fais de l'argent magique un petit peu. Donc, ouais, ouais, mais je suis arrivé pour l'argent au départ et je reste pour l'argent aussi. Mais c'est vrai que cette idée d'être maître de ton argent et de pouvoir potentiellement se débarrasser des acteurs de confiance qui sont les banques, ça m'intéresse énormément. J'ai l'impression que tu es un peu comme tout le monde. Tu arrives au début par l'argent et après, il y a le côté utilisation Ouais, et même tech et tout ce qui se passe qui te fait un peu rester et t'y intéresser un petit peu plus. ouais, c'est ça, il y en a beaucoup hein, qui sont comme ça, même quand en event avec les copains, on en parle souvent, hein, on dit bah oui, on est tous arrivés en mode euh, on sait qu'il y a de l'argent à faire, tu vois, donc on arrive tous là-dessus. Et en fait, quand tu vois toutes les problématiques qu'il y a derrière et tous les débats auxquels c'est sujet, c'est un des écosystèmes, je pense, actuellement les plus intéressants à débattre, même avec des gens qui connaissent pas, pour peu que la personne sache débattre et qu'elle soit pas fondamentalement contre. Il y a énormément de points qui sont touchés par la crypto-monnaie, en fait, et principalement par Bitcoin.
Ok. Je voulais repasser un peu sur tout ce qui était analyse on-chain. Je voulais savoir ce que tu pensais un peu du suivi des whales. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des portefeuilles qui détiennent beaucoup de crypto-monnaies. On pourrait dire qu'ils sont riches en vulgarisant très rapidement. Je voulais savoir si tu en faisais un peu et si tu trouvais qu'il y avait une réelle utilité à ça. Alors, je l'ai jamais réellement fait moi de mon côté. Je pense qu'effectivement, tu pourrais. Il y a clairement des trucs à faire. J'en avais parlé avec Picsou quand j'étais passé chez lui. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font très bien. Après, il faut bien voir qu'il y a énormément de whales, surtout dans la crypto, qui sont des insiders. Donc, suivre les whales de façon très rapide et pouvoir réagir très rapidement à l'achat ou à la vente d'une whale, je pense que ça peut marcher, effectivement. Par contre, il faut bien voir que tu seras quand même acheteur et vendeur après eux, tu vois. Donc, tu seras peut-être avant le marché global, mais tu seras toujours l'exit de quelqu'un. Et je parle pour avoir essayé de le faire sur les mêmes coins. Par contre, sur les mêmes coins, ça marche pas en général. Parce que les mecs qui font ça, c'est soit ils achètent, soit les whales sur les mêmes coins, c'est soit ils achètent parce qu'ils voient que le truc a déjà explosé et ils ont les fonds pour rentrer et avoir une grosse partie de la supply. Donc si ça réexplose, ils vont faire de la thune. Soit c'est des mecs en fait qui ont acheté minute 1 ou minute 2 le token parce qu'ils savent qu'il vient de sortir, ils savent qui est derrière, ils savent machin. Et là, en général, comme les prix les market cap des mêmes coins sont très bas au départ, là tu te retrouves avec des mecs qui ont 30-40% de la supply. En fait, même si tu achètes dans les 2 secondes après lui, bah, tu vas être l'exit liquidity de 40% du projet, tu vas perdre de l'argent forcément. Ou alors tu sors vraiment avant lui quand ça pump, mais là pareil, savoir quand c'est que lui va vendre, c'est très dur. Mais sur des trucs plus gros, hein, des trucs moins shitcoin, je pense que ça peut marcher, ouais. Ok, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, c'est vrai que si c'est pour de l'analyse globale de cycle, c'est vrai que suivre les whales sur Bitcoin et Ethereum, je trouve que c'est un peu compliqué dans le sens où la market cap est quand même assez élevée, donc je pense pas qu'ils peuvent réellement faire bouger les prix. Donc là, moi, si c'est sur Bitcoin, j'ai plus regardé peut-être le comportement des hodlers long terme et court terme. Ça, souvent, quand on voit que ça Ouais, s'inverse, que les long termes vendent et que les court termes arrivent, je trouve que ça donne plus d'indications. Et pour les whales, j'ai plus utilisé si je veux rentrer dans un petit projet pas très connu, voir s'il y a une centralisation et surtout, bah, peut-être qu'il y a une whale qui a été insider sur d'autres projets. Donc, si tu ouais. vois qu'elle commence à accumuler un autre petit projet, ça peut être intéressant, mais voilà, pas forcément de manière détaillée non plus. Ouais, c'est ça. En fait, ça peut marcher, mais il faut faire ultra gaffe. En fait, il faut faire une due diligence complète sur le portefeuille du mec, tu vois. C'est-à-dire, si tu vois qu'il est rentré sur pas mal de petits projets, qu'il a fait de l'argent, qu'il rentre sur le projet qui toi t'intéresse, bah regarde quand même les autres projets, est-ce qu'ils ont délivré, quand c'est que le mec a acheté, est-ce qu'il a fait du profit, tout ça, tu vois. Et en fait, faut refaire une due diligence sur tous les projets que tu suis, que tu vois dans le portefeuille, quoi. Ok. Et là, du coup, vu qu'on parle de portefeuille, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Bubble Map, du coup, qui est un outil qui, pour moi, si je le résume rapidement, permet d'un seul regard de voir un peu la répartition des plus gros portefeuilles et voir si il y a des échanges entre plusieurs wallets et du coup, peut-être un Ouais, peu de centralisation. ouais, c'est ça. Du coup, Bubble Maps. Alors, au départ, je vais te montrer quand même le tout départ. Tac. Au départ, quand tu arrives sur Bubble Maps, tu arrives sur une page d'accueil qui est comme suit, selon la blockchain que tu choisis. Donc actuellement, on a pas mal des plus grosses EVM et Solana qu'on a ajouté au moment où les memecoins ont commencé à exploser. Quand tu arrives sur une map, globalement, tu vas arriver sur la map la plus récente et tu as les 150 gros holders qui sont représentés sur cette map. Ils sont représentés comment? Ils sont représentés par une petite bulle que tu vois. Chaque bulle est un holder. Et la taille de la bulle varie selon le pourcentage de supply que le portefeuille détient. Par exemple, là, on voit que c'est Gate.io qui détient 3,94% de la supply. Ici, on a un wallet qu'on ne connaît pas qui détient 0,07. Ce qu'il faut savoir, c'est que si deux bulles sont connectées, ça veut dire qu'il y a eu un transfert entre eux. Actuellement, on voit rien parce qu'on est en Solana, donc il n'y a que les transferts de Solana, du token Solana, qui sont pris en compte. Derrière, on peut aller chercher, par exemple, le token natif, donc là, qui va être le daddy, le truc de Andrew Tate. Sur les dernières maps, on voit qu'il n'y a toujours rien. On peut aussi choisir de faire tous les transferts. Donc là, tu auras, à part USDC, USDT, parce que honnêtement, il n'y a pas grand monde qui fait des transferts comme ça, avec du stablecoin, mais tu auras les Solana et les daddy. Donc tu auras tous les transferts. Maintenant, si je vais sur une première map,
Donc la première map du projet, il faut savoir que ça sera différent dans la V2 qui sortira bientôt, mais il faut savoir que chaque itération ici est un snapshot, c'est une photo à l'instant T de la distribution. C'est-à-dire c'est pas exhaustif. Si je passe de celui-ci à celui-ci, il y a peut-être, là on voit que c'est le même jour, mais il y a peut-être 5 heures entre les deux. Ces 5 heures-là, on les aura pas, si tu veux. On n'aura que l'instant T. Si tu regardes en haut, on a 3 semaines, 10 jours. Bah, les 11 jours qu'il y a entre les deux, on sait pas, on les a pas. Sur la V2, ça sera vraiment, tu déplaces un curseur et là, tu auras absolument tout en live. Donc ça, c'est la première map de Daddy. On voit qu'il y a déjà ici des gens qui se connaissent en Solana. Donc ça, ces liens-là, ça veut dire que ces portefeuilles-là, ces 6 portefeuilles se sont envoyés du Solana. Celui-là a envoyé du Solana à celui-là. Et si on regarde en Daddy, on voit qu'il y a d'autres clusters qui apparaissent. Donc là, les liens qu'on voit, c'est que le Daddy, il n'y a plus le Solana. Donc ça, c'est les portefeuilles qui se sont déjà envoyés du token de Andrew Tate. Si on met All, on voit qu'effectivement, ceux qui sont arrivés via le Daddy sont aussi connectés avec les mêmes en Solana. La plupart des gens ne peuvent pas faire ce que je vais faire, c'est réservé aux analyses de Bubbler, c'est comme ça qu'on fait nos enquêtes principalement. Mais là, tu vois que globalement, la map, elle pose pas trop de problèmes. Enfin, il y a deux, trois petits clusters, c'est pas énorme, quoi. Ce que moi j'ai le droit de faire, c'est que je peux ajouter des wallets qui sont pas sur la map. Et ça, c'est hyper intéressant dans le sens où, en général, les mecs ils prennent de la supply, genre ils snipent la supply et ils la dispatchent entre plusieurs wallets. Du coup, comme on a le top 150 holder, faut savoir qu'un wallet vide au moment du snapshot, il apparaîtra pas sur la map. Donc si un mec a envoyé par exemple via un wallet intermédiaire, il a envoyé à ces 4 wallets là, bah, peut-être que ceux-ci se connaissent, sauf que nous on n'a pas le wallet en question. Donc en fait, on va regarder. Là, par exemple, je regarde. Non, je regarde celui-là. Je regarde celui-là. Je veux voir comment il a reçu ses tokens. Je vois qu'il a reçu les tokens depuis ce wallet-là. Si j'ajoute ce wallet-là, par exemple, on verra une connexion qui apparaîtra. Et en attendant, je vais aller rechercher ma liste de wallets que j'avais avant. Où là, on verra bien. Alors, je vais peut-être pas mettre tous les top traders non plus, parce que sinon ça va être long. Tac, donc là, on voit que ce wallet-là a bien envoyé à celui-ci. Et on le voit, il est en pointillé, ce qu'il a été ajouté manuellement, et on voit qu'il détient moins de 0,01% de la supply. Actuellement, il n'a plus rien. Maintenant, si j'ajoute ce que j'avais trouvé sur l'investigation, donc il y a 18 wallets au départ, là, on va voir que tout de suite, il y a des clusters qui sont légèrement plus gros. Et il faudra que j'ajoute Binance aussi, parce que, en fait, on va avoir pas mal de clusters différents, si je me souviens bien. Alors, désolé, ça fait 3 mois. Hein, mais... Et en fait, voilà. Donc, déjà, on a ce cluster-là ici, qui est intéressant. Donc, on voit qu'il y a 13% de la supply. D'ailleurs, il est connecté à celui qu'on vient de rajouter, tu vois. Ce qui est très marrant sur cette enquête-là, c'est qu'on voit un petit pattern quand même. Là, on voit la même chose. Tu as un wallet vide qui envoie donc à un autre wallet qui lui détient la supply. Ce que j'avais trouvé, donc là, c'est de l'analyse, ce qu'on appelle la time analysis, donc l'analyse de temps globalement. Ça, c'est pas visible via Bubble Maps parce que ces wallets-là, en fait, ont été fondés par un hot wallet Binance. Et en fait, ils ont tous reçu leur premier fonds depuis ce hot wallet dans la même heure et ils ont acheté exactement en même temps. Via une analyse temporelle, ça nous permet de dire que c'est globalement les mêmes personnes en fait. Voilà. Donc ça nous a permis de voir qu'il y avait c'était 30% en tout de la supply qui était contrôlée en fait, et ça c'est les mêmes mecs hein, aussi. Sinon, je peux te montrer Guinan pour que tu vois à quel point, enfin, surtout les gens qui te regardent peuvent voir à quel point ça peut devenir compliqué. Guinan, en fait, ils ont essayé de se cacher énormément. Alors, si on va sur Guinan, tu vas voir que là, c'est tout de suite. Bon, alors déjà, dès qu'on arrive sur tous les transferts, il y a 2 jours, on voit déjà qu'il y a quand même des gros transferts. Bon, maintenant, faut cacher les exchanges, évidemment. Faut regarder qui est quoi en général, parce qu'il n'y a pas toutes les flags. Mais Guinan, ce qui était intéressant, c'était. Donc on va prendre, je sais pas, 5 weeks ago. Là, ça va être un peu long. Je pense que si tu as des questions, ça va être le bon moment. Parce qu'il va y avoir énormément de wallets à ajouter. Il faut savoir qu'on a trouvé plus de 240 wallets différents. Ouais, quand même. Ouais, pour pouvoir diluer la supply et tout cacher, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont fait ça sur. Il y a combien? Il y a 3 de profondeur. C'est-à-dire que tu as les premiers wallets qui ont acheté, ils ont mis vers certains wallets, qui eux ensuite ont remis encore vers d'autres wallets avant de vendre, ou alors en vendant en plus en même temps. Donc là, en général, on utilise des scripts hein, pour ça. Ok. Tac. Alors, je vais juste lancer. Tac, tac, tac. Voilà, tu vois, il y a 186 wallets parce qu'il y a tous ceux-là qui sont là, il y en a 80 à peu près, donc c'est ça, on est à 240, quelque chose comme ça. Bah, s'il y a des questions, là, parce que là, ça va charger pendant un petit moment, donc. Ok, ok, bah, j'avais une question justement par rapport à tout ce qui était wallet. Je voulais savoir ce que tu pensais des tokenomics actuels qui étaient quand même très axés VC. Il y avait beaucoup de la valeur qui a été capturée avant même le lancement des projets et les projets sortaient beaucoup avec des market cap fully diluted de 10, 15 milliards et du coup, ça laissait pas trop de chance aux petits investisseurs. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais un peu de ces nouvelles tokenomics qui sont très axées VC. Bah, globalement, en fait, on a l'impression que c'est nouveau, mais c'est pas tant nouveau que ça, hein. Quand tu regardes les lancements de Solana, de Avax et tout, moi, pour avoir parlé avec des gens qui sont avec le CN depuis longtemps, il y en a plein qui sont en private. Moi, je connais des gens, ils ont acheté Avax à 0,05, tu vois. Donc, enfin, en fait, c'est pas nouveau, c'est juste que comme maintenant, il y a plus d'outils pour le voir, notamment Arkham, notamment si tu regardes sur Bubble Maps, tu peux aussi trouver hein, les VC, on a certains qui sont flagués. En fait, comme il y a plus d'outils pour le voir, je pense qu'on le voit plus. Mais les tokenomics, pour moi, c'est surtout que maintenant, ils le disent dans les tokenomics parce que justement, on peut le voir, tu vois. Je pense qu'avant, c'était juste pas dit dans les tokenomics, c'était genre, j'en sais rien, levée de fonds, 40%, et puis tu savais pas où les 40% allaient, si on avait pour la team, si on avait pour les influenceurs, si on avait pour les VC, c'était peut-être tout dans le même panier, tu vois. Mais je pense pas que ça ait réellement beaucoup changé, mais je dis pas que c'est une bonne chose non plus, tu vois. C'est clair que en fait, le retail n'a aucune chance, et puis la crypto, c'est tellement plus sauvage et plus volatile qu'en fait, il y a tellement peu de régulation maintenant qu'en fait, tu peux très bien avoir un VC qui a 40% de la supply, il sera pas embêté en fait. Tu fais ça sur la finance traditionnelle, ils se font allumer par la SEC instantanément en fait. Donc c'est pas une bonne chose. Et on me demande souvent justement, bah tu vois, je suis un peu anti-banque, un peu, je veux que chacun soit maître de son argent. Bah, c'est un peu le dilemme qu'il y a aussi quoi. C'est si c'est si on veut que ce soit le Far West, bah c'est le Far West jusqu'au bout. Tiens, voilà, Guinan. Si on veut que ce soit le Far West, c'est le Far West jusqu'au bout, tu vois. Donc il y a en fait, quand on me dit ah ouais mais du coup t'es pro-régulation parce que tu veux plus de transparence, machin et tout, je suis pas pro-régulation, je suis pro-démocratisation et en fait il y aura pas de démocratisation sans régulation. Et je dis pas qu'il faut une régulation comme la finance traditionnelle parce que c'est pas la même chose, mais il faut forcément un petit peu de régulation en fait pour que ça puisse fonctionner tout simplement. Ah, donc là tu as la map de Guinan qu'on a trouvée. Je peux même pas te dire d'où c'est parti. Mais c'est quand même pas mal centralisé avec tout le monde qui est copain avec tout le monde. Ah bah là, c'est... Et puis ça, c'est là-dessus, sur cette année-là, il n'y a que des wallets privés, hein. Il n'y a pas d'échange centralisé ou de Uniswap ou de DEX autres. C'est que des wallets privés. Donc, ouais, on a bien galéré sur celui-là à tout trouver. Tiens, bah, ça part de là. C'est celui-là, celui du milieu. Ouais. Celui-là, là, il envoie à tout le monde, par exemple, tu vois. C'est juste que voilà, il y a des fois, ça peut devenir très compliqué. Heureusement qu'on a d'autres outils qui nous aident. Mais globalement, après, il faut savoir, tu vois, quand on va le présenter, par exemple, sur Bubble Maps, sur le compte Twitter, quand on va présenter l'enquête, on va pas mettre ce cluster-là. On va enlever certains trucs pour que ça fasse plus un peu une fleur ou un truc qui est facile à voir pour les gens, quoi. Ok. Et je voulais savoir, du coup, je suppose que ça s'est terminé par un gros dump sur les investisseurs une fois que c'est sorti, non? Guinan, bah, en fait, il faut savoir que Bubble Maps, depuis qu'on fait ça, donc surtout les influenceurs qui sont qui sont en fait globalement des insiders, hein, tous. Moi, je suis en train de faire une liste actuellement de ces mecs-là, un mec et meuf d'ailleurs, hein. Ils ont commencé à dire quand on a fait Daddy, on a fait Jason, on a fait Wolf, on a fait Nero. Et en fait, il faut savoir que Wolf et Nero, ils ont explosé quand on l'a dit. Daddy est monté un peu, mais enfin, le rug était évident. Et en fait, ils ont commencé à dire ah, Bubble Mass Fud, c'est le bottom. Ou Bubble Mass Fud, ça veut dire qu'on va à 300 millions. Bubble Mass Fud, on va à 1 milliard. Et en fait, bah, ce qui est marrant, c'est que depuis on a fait une update sur Guinan la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et en fait, depuis notre tweet, depuis le premier thread où les gens ont dit ah, Bubble Maps Fud,
Bubble Maps FUD, c'est hyper bullish pour Guinan. Bah, en fait, nous, on a FUD ici. Et là, on est à moins 68%. Quand on a fait l'update, on était à moins 80, on était par là. Donc, en fait, on dit pas qu'on a la science infuse, tu vois, et puis en général, c'est pas du FUD. C'est ça que les gens ont pas compris aussi, c'est qu'on FUD pas. On explique des faits. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire c'est de l'arnaque. On est en train de dire attention, ils peuvent vous dump à la gueule. Puisque littéralement, là, tu vois, c'était il y a 5 semaines. Il y a 5 semaines, ils détenaient 65% de la supply, les mecs. Excuse-moi. Tu dis ça à n'importe qui, genre sur un truc sérieux, tu dis, je sais pas, tu prends Avax, tu dis, tiens, investis dans Avax, et puis derrière, tu te rends compte qu'il y a 65% des tokens qui sont détenus par la même entité, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes, hein, mais c'est forcément la même entité, ils se connaissent. C'est un groupe d'influenceurs qui se connaissent, qui ont un groupe sur Telegram entre eux, ou un truc comme ça. Mais en fait, il y a 65% qui est détenu. Quelle place tu laisses en fait aux gens pour faire de l'argent? Parce que les mêmes coins, on va pas se mentir, il n'y a pas de projet derrière. Le projet, c'est de faire le plus gros multiplicateur possible et puis tu dégages du projet, quoi. Là, c'est pas possible. C'est juste impossible. Et bah oui, Guinan, nous, ouais, c'est ça, par là ou par là, on a sorti l'enquête. Et globalement, c'est du moins 80%, quoi. Et les mecs qui disent que quand on FUD, c'est le bottom, ils ont eu le culot sur l'update de dire ah, c'est le bottom. On a pris moins 80%, faut rentrer maintenant parce que là, on va exploser Bubble Maps à FUD, tu vois. Ouais, il y a pas mal d'insiders qui veulent revendre leurs bagues qu'ils ont pu Ah, avoir. ouais, ils cherchent de l'exit liquidity complètement. Et moi, je commence à commenter maintenant sous leur tweet. Quand je vois des trucs où on a déjà fait une enquête où le machin il est à moins 80% et je vois quelqu'un qui fait un tweet en mode j'ai rechargé mon bac de insert nom du token Scammy. En général, je commente en mode tu cherches encore de l'exit liquidity, ça va être dur et tout. Ok, non, mais super intéressant de voir ça comme ça. C'est vrai que ça te permet, là, je pense que tu regardes ça d'un seul coup d'œil, tu sais qu'il faut pas y aller, quoi. Ouais. Puis il y a un autre pattern qui est marrant en général, que je vois sur l'enquête que je suis en train de faire actuellement, que là pour le coup je peux pas forcément te montrer. En fait, des fois tu arrives sur une map, il y a zéro connexion, mais toutes les bulles ont la même taille, ils ont tous la même supply. Bah là, c'est pareil, en fait tu trouves le wallet qui les connecte et puis tu te retrouves avec des feux d'artifice de plusieurs clusters, tu vois. C'est assez criant aussi de vérité. Et en général, ils sont. Bah tu vois, là regarde, il y a 2 jours, la map date d'il y a 2 jours, ils détiennent encore 47% de la supply, quoi. Donc, et le Et pire, c'est que ces mecs-là, au départ, on pensait qu'ils faisaient juste de l'argent en revendant les tokens sur la gueule de leurs followers. Mais en fait, ils font mieux, ils font encore plus mesquin que ça. C'est que, par exemple, Nero, donc le Cabal Nero, hein, c'est pas celui qui a été listé sur Binance en spot il y a 2 jours, celui qui est vraiment full insider et tout. En fait, il a été listé en futur, en perp. Et donc, les mecs, ce qu'ils font, c'est que comme ils contrôlent la supply, ils vont shorter sur les sex et ils vendent sur les dex. Et du coup, en fait, ils font double gain sur la gueule des gens. Et après, c'est magique, tu vois. Les mecs, ils font d'abord dump le prix, enfin, ils font du volume, parce que de toute façon, ils contrôlent la supply. Ils font du volume, ils sont listés sur les sexes. Ils shortent, enfin, listés en futur, ils shortent le token et ils vendent sur les DEX pour faire chuter le prix. Donc, non seulement ils font la thune avec ce qu'ils vendent, mais en plus, ils font de la thune sur leur short. Les mecs, c'est des génies du mal. Vraiment. là, c'est vrai que là, tu peux pas te cacher et pas dire, tu peux pas dire, ah, je savais pas, je croyais au projet. Là, c'est clairement, je veux juste me faire de l'argent, quoi. Ah bah oui, non, mais ces mecs-là, c'est les influenceurs qui sont là-dedans. Ce qui est marrant, c'est que récemment, il y en a une qui a tweeté, oui, si vous gueulez sur les cabales, c'est parce que vous n'avez pas les couilles, et ça c'est ses mots, hein. Vous n'avez pas les couilles de lancer votre propre projet d'insider où vous êtes insider et tout. Globalement, elle est en train de dire à tous ses followers qu'effectivement elle est insider dans tous les projets qu'elle propose. Et en fait, elle dit que les gens sont pas capables de créer leur propre projet, mais elle est capable de rien en fait, si ce n'est dump à la gueule de ses followers, tu vois. Donc ça me fait doucement rire ce genre d'influx là. C'est beaucoup des US. Il y a eu un truc FR il y a pas longtemps, mais sur le ND, là, il y a eu quelques mecs FR, mais qui sont déjà connus comme un peu des scammers. Mais globalement, là, nous, ce qu'on est sur Volmap, c'est plus du US. Ouais. Ok, je voulais savoir, là, ça a l'air d'être un travail très manuel. Vous avez des moyens de un peu automatiser ça ou c'est vraiment recherche manuelle, tu vas sur le premier, tu essaies de voir avec quoi il est interconnecté, comment il a reçu ses fonds. Au départ, c'est manuel. Genre, sur Guinan, au départ, j'ai trouvé 5 wallets.
Parce que pareil, c'était typiquement le pattern dont je te parlais, où ils avaient tous la même supply, donc tous la même taille. J'ai trouvé 5 wallets qui forment au départ un feu d'artifice. Et en fait, sur la map, donc ça c'était sur la première map du projet, pardon, et sur la map la plus récente, j'ai vu que les wallets en question avaient tous disparu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 60, ou enfin entre 60 et 80 wallets que j'avais sur la première map, finaux. Là, je les mets à la main, mais bon, c'est juste du copier-coller à faire sur ma fiche d'enquête. Et derrière, par contre, oui, on passe notamment via Dune. En fait, on fait nos scripts à nous pour déterminer, on lui rentre une liste de wallets, parmi ces wallets-là, à qui ils ont envoyé le token en question, et en degré 2 et en degré 3. Donc en général, on trouve ça, tu vois, tous ceux-là, ils sont sur la map la plus récente. Par contre, celui-là, tous ceux qui sont en degré 1 des wallets finaux, ceux-là, on les a trouvés par des scripts. Parce que sinon, si tu regardes, si chaque wallet envoie à 10 wallets et que tu as 60 wallets de base, bah faut que tu trouves 600 wallets, quoi. Donc c'est impossible, en fait. Enfin, c'est Ok, possible, mais ok. c'est beaucoup trop long. Ok, non, super intéressant cette petite analyse. Alors là, je voulais passer sur une autre de tes enquêtes qui m'avait pas mal intéressé. J'ai pas regardé les détails pour que tu puisses nous en parler sans que j'ai les connaissances. J'ai vu que sur ton Twitter, enfin maintenant qui s'appelle X, j'ai un peu du mal avec ça, Ouais, moi aussi. tu fais une enquête sur le dropshipping et le e-commerce dans les cryptos et les NFT. C'est quelque chose Ouais, qui c'était bon, alors, c'était maintenant. ma toute première, ça. Donc je voulais savoir, au moins ça sera les débuts. Je voulais savoir quels étaient un peu les faits marquants de ton enquête et les conclusions que tu avais. Alors, en fait, il faut savoir déjà le contexte de l'enquête, c'est-à-dire que là, mon compte Twitter, il a. Enfin, ce truc-là, je l'ai fait littéralement, je crois, une semaine après mon premier post, un truc comme ça, du compte Twitter. Et en fait, il y a eu un truc qui est arrivé parmi les gens que je suivais. Il faut savoir que ouais, je devais avoir 200 abonnés, je crois, un truc comme ça, et encore 100 ou 150 abonnés. Et en fait, j'ai vu passer un truc comme quoi il y avait un projet NFT. Donc, c'était en plein bull run des NFT. Hein, on était décembre 2021. Où il y a des mecs en fait qui ont fait un projet où si tu listais en dessous de 3 ETH, ton NFT était banni. C'est-à-dire, dans le smart contract, ils bannissaient ton NFT. Ils avaient une image avec marqué banned à la place de ton NFT. Et ils faisaient ça pour tous les NFT qui étaient listés en dessous de 3 ETH. Et en fait, en se renseignant, j'ai vu que les mecs qui avaient créé le projet et, les gens qui en faisaient la pub, en fait, c'était que des dropshippers de Dubaï. Et en fait, sur ce truc-là, j'ai pas vraiment dénoncé les trucs pas faisables. J'ai surtout fait une comparaison avec la façon dont ils faisaient leur marketing et ce qu'on voyait déjà dans les NFT, et notamment la comparaison avec les Bored Ape, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, les NFT, c'est beaucoup de marketing enfantin, comme je le mets dans le thread. C'est que globalement, tu as une image rigolote, beaucoup de couleurs, et on te dit, c'est absolument le dernier truc qui vient de sortir, là, il faut l'acheter parce que c'est comme ça, à notre âge maintenant, et comme c'est fait, tu vas gagner de l'argent. Mais je le considère un peu comme les Beyblade ou les trucs comme ça quand on était gamin, tu vois. Il fallait absolument le dernier truc qui sortait. Euh, et en fait, je fais plusieurs états des lieux un petit peu de ce marketing-là. Et derrière, je fais la comparaison en fait avec les mecs qui sont dans le dropshipping, où en fait ils font du pump and dump, hein, sur les NFT clairement. Et en fait, ce projet-là, il a fait sa promotion uniquement avec des gens qui n'étaient pas de l'écosystème, mais des gros comptes, hein. Ça allait je le mets dans le thread, ça allait de 40 000 followers à 2 millions de followers, la promotion. Donc c'est quand même assez énorme. Et en fait, ils utilisaient les mêmes tweets, à quelques mots près. Et il y avait, en fait, j'utilise là-dedans je fais beaucoup de biais. Enfin, j'analyse beaucoup les biais dans le sens où ils utilisent des trucs qui te font tilter. Et si tu t'y connais pas un minimum, en fait, effectivement, tu as envie d'acheter. Tu vois, le tweet, c'est ils ont juste they just made history, tu vois. Non, en fait, ils ont vendu, effectivement, je crois qu'ils avaient quasiment sold out à 0.3 Ether. En fait, ils ont pas du tout marqué l'histoire des NFT, loin de là, puisque le truc était complètement mort à la fin. Mais ouais, cette enquête-là, enfin oui, derrière, pardon, je le vois parce que du coup, je l'ai mis sous les yeux.
Pareil, j'en profite pour expliquer ce que c'est le FOMO et les trucs comme ça. C'était vraiment mes débuts. Et en fait, bah, c'est notamment le truc qui m'a lancé, hein, parce qu'il y a Helmut, donc du journal du Coin à l'époque, Helmut de Dinovox, qui a repartagé le thread en fait. Et du coup, j'ai pris, je crois que je devais être à 100 ou 150 followers, j'ai dû prendre 800 dans les 24 heures ou 900 dans les 24 heures, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, ça, c'est plus, pour répondre vraiment à ta question de dropshipping et crypto, ça, c'est plus trop d'actualité. C'est-à-dire, les mecs se sont barrés parce qu'ils sont grillés maintenant, en fait. Ils ont fait leur blé sur des collections de merde en 2021 parce que n'importe quelle collection NFT marchait. Ils ont vraiment pressé le market, je pense. Tu vois, ils l'ont sucé jusqu'à la moelle. Il y a énormément de gens qui ont fait. D'ailleurs, il y a la plupart des projets qu'on rug à Dubaï et tout, c'est les mêmes mecs derrière, hein. On citera pas de nom parce que c'est des mecs qui ont la diffamation facile, mais c'est les mêmes mecs et tout le monde les connaît, hein. Donc, globalement, ces mecs-là, ils en font plus. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, on sait que c'est eux. L'ADA, c'est toujours la même. La façon de marketer, c'est toujours la même. Et puis, globalement, on sait que c'est des rugs, quoi. Ok, très intéressant. Et je voulais savoir comment tu choisissais tes sujets d'enquête. C'est des personnes qui te remontent ça, c'est quelque chose qui te choque et tu as envie de l'approfondir. Ça peut être tout. Euh, Ce truc-là, ça me choquait que tu puisses bannir un NFT, en fait, tu vois, parce que le listing était en dessous du price que la team a décidé sur OpenSea. Ça, du coup, ça m'avait énervé, donc j'avais fait une enquête dessus. Crazy Cart, je l'ai faite parce que bah, TheKairi78 en a parlé, alors qu'il connaît absolument rien. Et les mecs m'avaient contacté en m'envoyant un light paper dégueulasse de 6 pages avec que des trucs justement des promesses de dropshipping et tout, tu vois. Euh, mais sinon, les enquêtes, comme je te disais tout à l'heure, plus récemment maintenant, c'est les gens qui viennent me voir parce que j'ai plus forcément moi le temps d'aller chercher des trucs perso, des enquêtes perso. Mais les gens viennent me voir. Là, le truc qu'il y avait eu sur les abeilles, là, c'est les gens du Discord qui sont venus me demander. Ballman Project avec Stan Wawrinka et Prosper Masquelier, c'est eux qui sont venus me. Enfin, c'est les holders qui sont venus me chercher aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a. Bah, Plush. Alors, Plush, ça, c'est encore différent. Plush, je l'avais vu passer, parce que faut savoir, pour l'anecdote, mon petit frère est complètement anti-crypto de base. Et il m'avait envoyé en DM, on est d'accord que ça, c'est de l'arnaque. Et en fait, en regardant, vu qu'il y avait Dwagby quand on faisait la promo, il y avait Kev Adams quand on faisait la promo, il y avait beaucoup d'acteurs aussi, hein, Gérard Darmon et tout. Et j'avais dit, bah, en fait, un NFT qui te permet de devenir producteur du film, qui aide à financer le film, et tu as des revenus passifs, pourquoi pas? À voir comment c'est fait, tu vois. Au départ, je pensais pas du tout tomber sur un truc comme ça. Et j'allais dire, bah pourquoi pas. Et en fait, un jour, mon frère m'a envoyé, tiens, ils ont commencé à vendre. Et en fait, personne n'en avait entendu parler dans l'écosystème. Et les mecs avaient lancé le mint après 3 semaines d'existence de Twitter, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai regardé le white paper, j'ai fait mon premier thread en disant c'est complètement irréalisable. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas de ta chaîne, un plush, c'est des mecs qui vendaient un NFT. C'était à l'époque 0,3 Ether, je crois. C'était l'équivalent d'un SMIC, hein. Tu pouvais payer en carte bancaire, en euros et tout. Enfin, c'était lamentable. C'était l'équivalent d'un SMIC et ils avaient 50 000 de supply. Donc ça veut dire que les mecs, ils voulaient en fait lever 68 millions. Voilà, avec leur projet. Euh, C'était en plus en 2022. Donc c'était la fin des NFT. C'était le titre du thread, hein, c'est pourquoi cela me semble compliqué d'amener ce projet loin. Et bon, ça n'a pas loupé, hein. Les mecs, ils ont vendu. Alors, ils ont quand même fait de la thune, hein, parce que comme c'était cher, ils ont vendu 2%. Ils ont vendu 1200, non, 1000 officiellement. Enfin, officiellement, d'après eux, 1300 et quelques. Officiellement, une chaîne, ils en ont vendu au moins 1080, je crois, un truc comme ça. Et ça fait 1,6 million quand même, hein. C'est déjà pas mal. Mais voilà, Plush, c'est d'abord mon frère, ensuite quand j'ai vu qu'il lançait. Et sinon, la seule fois où j'ai vraiment attaqué quelqu'un personnellement, c'était Hiroshi. Et là, c'est parce que des gens sont venus me parler de Next Step. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce projet-là. Non, ça me dit rien comme ça. C'est un projet globalement, ils voulaient faire un terminal de paiement, donner une vraie utilité à Bitcoin. Tu vois. Enfin, c'est des mecs qui n'étaient pas issus de la crypto, qui lançaient un projet comme ça avec, pareil, des trucs un peu je dirais, Dubaïote, tu vois. On fait des conférences de ouf, enfin, soi-disant de ouf. On a une communauté soi-disant de ouf. Et en fait, il y a un mec qui en a fait la promo très très fort. Et en fait, en me renseignant sur les wallets de ce mec, j'ai trouvé que bah, tous les projets qui chillaient, il était payé pour le faire. Et tu vois, sur le premier tweet du thread, c'est des bugs sur les pubs Telegram, parce que le mec avec son canal.
25 projets, 19 projets à moins 80% minimum, jamais une annonce de sortie du projet quand lui quittait le projet, et jamais une excuse si c'était un rug. Et en fait, ouais, il y a la plupart des projets, il est rémunéré, il rentre, les gens rentrent, il vend. Il y a même des fois, il arrive à vendre à perte, je sais pas comment il fait, mais. Et ça, c'est la seule attaque perso que j'ai fait. Et sinon, derrière, ouais, à partir de ce moment-là, donc on va dire à partir de 15 décembre 2022, donc en fait, à partir de 2023, c'est plutôt les gens qui sont venus me voir. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, j'avais une autre question sur toi, sur un autre sujet. Ça, carrément, il y avait une polémique qui disait que les DEX et les SEX pariaient un peu contre leurs clients, vu qu'ils savaient où étaient les stops des différentes personnes. Justement, ils allaient les chercher avec des market makers. Donc, je voulais savoir, est-ce que l'analyse on-chain, elle peut t'aider justement à voir si ça se fait vraiment et si tu peux trouver peut-être les wallets des market makers, justement, qui vont aller chasser les ordres de leurs clients? Alors, j'y ai jamais pensé comme ça. Sur les sexes, ça sera pas possible, je pense, parce que c'est des hot wallets. Donc, tu verras pas, en fait, les transferts, les gros enfin, tu verras des gros transferts, mais ouais, c'est compliqué ta question parce que, en fait, les market makers, il faut déjà identifier le wallet. Après, maintenant, avec Arkham, il y a beaucoup de wallets qui sont identifiés. Mais est-ce que tu pourrais voir vraiment si eux font bouger le cours? Je dirais techniquement, si tu as le wallet en question, que tu as la charte et que vraiment ça bouge à ce moment-là, avec une analyse temporelle, oui, la bougie, une minute, elle a fait moins 5%. Il y a tel market maker qui a fait une transaction de vente à à tel instant. Oui, ce serait possible. Mais après, est-ce que les market makers, et ça, pardon, excuse-moi, mais ça, je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Je ne connais pas de market maker et je me suis jamais trop renseigné dessus. Mais si les market makers passent directement par le sexe, par exemple, bah, tu le verras pas parce que c'est interne au sexe. Donc, ça sera des mouvements inter-hot wallet. Et ça, tu peux pas deviner que tu verras un Binance vers Binance, quoi, globalement. Sur les DEX, techniquement, ça doit être possible puisque normalement, tu n'agis pas comme un sexe, c'est-à-dire tu n'as pas de hot wallet qui gère ça. Mais je me suis jamais penché sur la question, ça serait intéressant d'aller plus loin en vrai. Ok, bon, on va passer à autre chose du coup. Là, du coup, je voulais avoir un peu ton avis global sur le marché. Bon, pas de Madame Irma, mais du coup, toi, où est-ce que tu pensais où est-ce que tu penses qu'on est? Est-ce que tu penses que on a déjà vécu une grosse partie du bull run? On est un peu au milieu. Le bull run n'est pas encore arrivé. Voilà, quel était un peu ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'on n'est pas en bull run, du moins pas encore. J'ai toujours tendance à être assez bear, un peu tout le temps, parce que disons que je suis prudent, quoi. Là, actuellement, je vois bien Bitcoin aller plus haut, mais je vois pas encore pour le moment un réel ATH. Je veux dire, tu vois, on l'a pété récemment, mais on l'a pas pété de beaucoup par rapport aux autres fois où on l'avait pété, tu vois. Là, on a fait 10 000 sur 60 000, ça fait un sixième de plus, tu vois. Donc, enfin, c'est pas énorme en fait. Je pense, pour moi, on n'a pas explosé l'ancien ATH, tu vois ce que je veux dire. Et là, globalement, on accumule actuellement. J'ai la charte sous les yeux, on va entre 53 000 et globalement 70 000, quoi. Alors, on est légèrement descendant, mais moi, je pense que le bull run n'est pas encore arrivé, qu'il n'est pas encore passé. Je crois qu'on va. Moi, je verrais bien d'ici la fin 2025 les 100 000 de passer sur Bitcoin. J'aimerais bien et je le verrais bien. En fait, il y a tellement d'institutions maintenant qui se sont mis dedans que je ne sais pas si on reverra un jour les prix qu'on a eu, par exemple, l'année dernière. Après, il faut bien voir que les institutions, comme notamment ce qui est sur les ETF et tout, ils sont payés sur le volume, hein, que ça baisse ou que ça monte. Eux, ils font de l'argent, donc ils s'en foutent de maintenir le prix. Mais il y a des institutionnels qui, eux, passent par eux, qui, eux, veulent que le prix monte, puisque c'est pour ça qu'ils achètent, quoi. Donc, je saurais pas trop dire réellement où on va, parce que globalement, j'ai pas de boule de cristal. Mais je pense qu'on a trouvé au moins peut-être un local bottom début septembre, là. Et je pense qu'actuellement, on va monter. De toute façon, il y a tellement de trucs maintenant qui arrivent. Enfin, tu sais, il y a tellement de trucs bullish que si on les avait eu sur le bull run 2021, on aurait explosé tous les scores. Tu vois, c'est Visa, je crois, qui veut lancer un truc crypto aussi. Il y a PayPal qui a une news, j'ai plus le truc en tête là, mais il y a un mois, il y a PayPal qui lance son stable ou un truc comme ça, je crois, de façon définitive, enfin de façon officielle. Il y a tellement de trucs en fait, les ETF, enfin, je veux dire,
Il y a, bah tiens, regarde, je le vois, il y a 18 secondes. Revolut qui lance son stablecoin. On aurait eu ça, tu vois, en 2021. euh, pendant le momentum du bull run, je pense que c'était une explosion de ouf. Là, je pense qu'on va aller plus haut dans le sens où il y a des news qui, moi, me paraissent incroyables et personne n'en parle, en fait. Genre, enfin, personne dans je vais dire les normistes, tu vois, ceux qui sont pas dans la crypto, quoi. C'est-à-dire par rapport à 2021, on est au prix de 2021, là on est à 60 000, et en fait, personne n'en parle dans les médias, personne n'en parle sur autre chose que dans l'écosystème, personne n'en parle, j'ai l'impression, de Bitcoin, tu vois. Et du coup, je pense que bah, les nouveaux, comme il y a eu en 2021, ne sont toujours pas là. Moi, j'en fais partie. Ils sont toujours pas là, donc je vois pas pourquoi on n'irait pas plus haut actuellement. Ok, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je pense qu'on est parti un peu tôt avec justement l'arrivée des ETF spots. Ça a mis une petite étincelle, ça a fait tout péter. Mais c'est vrai que ça respecte pas forcément la cyclicité qu'on suit avec les halvings et tout ça. Et voilà, moi, je pense aussi qu'on va aller plus haut, mais j'ai quand même une stratégie assez conservateur. Donc, c'est vrai que moi, quand on a revu que j'avais commencé à acheter à partir de 20, 30, 25 ou 30 000 sur Bitcoin jusqu'à ses plus bas, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à la TH, j'ai déjà sorti une partie pour dire Hmm. je vais pas faire les mêmes erreurs que lors des précédents Euh, bull market, prendre des profits plus tôt, prendre des profits, c'est toujours cool. Et je voulais un peu ton avis, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui disaient que le déclencheur, ça pourrait être les élections américaines, avec un candidat qui est vraiment pro-crypto, en tout cas dans ce qu'il dit. Il voudrait peut-être mettre du Bitcoin au bilan des entreprises, faire une réserve de valeur en Bitcoin, et une autre qui est plutôt, je dirais, anti-crypto, même anti-investissement, vu qu'elle, bon, ça va sûrement pas se faire, mais qui voulait carrément taxer les gains non réalisés. Donc, je voulais savoir si pour toi, c'était vraiment un événement qui était très bullish pour les cryptos, ou si alors, vu qu'on était un peu interne à l'écosystème et qu'on avait tendance à un peu peut-être trop surévaluer les news, est-ce que justement, on avait un peu un effet grossissant sur cet événement qui au final, sur l'élection américaine, les cryptos, c'est une toute petite partie de leur programme. Alors moi, je pense qu'on a un effet grossissant. C'est marrant que tu en parles d'ailleurs, parce que je sais il y a Jérém qui est passé sur ton émission il n'y a pas longtemps, et j'en parlais avec lui quand on est passé chez Blox il y a 3 semaines maintenant. Euh, un mois même. Il y a clairement un effet grossissant. D'ailleurs, il suffit de voir hein, sur les gros débats qu'il y a eu récemment, tout le monde disait est-ce que ça va parler crypto? Et en fait, sur les gros débats mainstream aux États-Unis, où c'est diffusé partout, c'est des débats importants et tout, les cryptos ne sont jamais mentionnés. Tu vois? Donc nous, on a un effet grossissant, c'est sûr. Et après, comme tu dis, c'est ce qu'il dit, quoi. Le candidat en question, il sait faire campagne. C'est un il est très intelligent pour faire campagne. Il est aussi très intelligent pour lever des fonds, et on l'a vu, notamment avec la crypto. Euh, je ne saurais pas dire est-ce qu'il fait ça pour lever des fonds uniquement, est-ce qu'il fait ça pour avoir de l'électorat uniquement. Je pense qu'on le saura qu'au moment propice de l'élection. Mais il ne faut pas oublier que ça n'engage que lui. Ce qu'il dit, ça n'engage que lui. On le voit bien avec tous les politiques depuis toujours. Ce qu'ils disent, ça n'engage que eux, finalement. Mais je pense que nous, on a un effet grossissant de fou furieux et que les cryptos n'ont pas, ou du moins, plutôt à l'inverse, les élections n'ont pas une part si importante sur le marché, crypto en tout cas, que ce qu'on nous, on voit. Ok, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Et du coup, je voulais passer plus sur toi et un peu ton profil d'investisseur. Je voulais savoir déjà si tu étais plus investisseur, trader ou un peu des deux. Alors, investisseur, moi. Comme je t'ai dit, je fais quelques trades à droite, à gauche, un peu plus pour m'amuser. Je suis plutôt investisseur, DCA, j'ai mes zones de prix, j'achète, et puis voilà quoi. Ok, du coup, tu as plus un profil risqué ou alors où tu vas aller sur des plus petites market cap ou est-ce que tu es plus... Ça dépend. J'aime bien conseiller, entre guillemets, attention. J'aime bien dire que pour moi, ce serait 30 ou 40% Bitcoin, 20% Ether, et puis après, tu t'amuses un petit peu, quoi. Sur des plus petites market cap, et je me garde toujours, j'ai quoi, j'ai 10% pour faire du même coin vraiment des gènes, on sait jamais, tu vois. Genre du casino, quoi, globalement. Mais non, je suis plutôt sur des grosses caps et globalement, c'est Bitcoin, Ether, Solana, Avax. J'aime bien Avax, mais sinon, il y a très peu de choses où je suis. Je suis assez peu diversifié. J'aime bien un peu la stabilité dans la volatilité, tu vois ce que j'aime dire.
Non, moi je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je pense qu'avoir trop de crypto, c'est souvent l'erreur qu'on fait au début. Moi, c'est l'erreur que je faisais. Clairement, j'étais arrivé avec mes petits milliers de dollars. Je mettais un petit peu sur chaque crypto et du coup, tu avais des petites positions. Donc, quand tu faisais un x10, bah, tu avais mis 100 balles dessus. Donc, tu avais Ouais. 1000 dollars, tu étais content, mais ça changeait pas grand chose à ta vie non plus. Donc là, c'est vrai que moi aussi, on va dire que je suis sur 5-6 grosses cryptos principalement. Et après, il y a 20%, on va dire, pour essayer de trouver un peu de performance et peut-être aller un peu sur les hypes et les narratifs qui peuvent un peu plus avoir de traction, mais sans faire de folie non plus. Ouais, c'est ça. Je te dis, moi, les seules folies que je fais, j'ai dit 10%, c'est plus, je vois un truc sur un même coin, là, je vois, oh, ça peut peut-être exploser. C'est même pas un pourcentage. Je fais une TX depuis un sex ou un truc comme ça, tu vois, sur un portefeuille, sur un burner, et puis on laisse courir, on voit bien, tu vois. Si je fais x 1000, eh ben, je fais x 1000, mais mais j'ai même pas de pourcentage alloué à ces trucs-là, en fait. C'est vraiment sur. On va dire que c'est pour satisfaire mon envie de gambling, quoi, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des red flags pour choisir un projet crypto? Est-ce que tu aurais 3 red flags ou direct tu te dis là, clairement, ça, même pas en rêve, je vais dessus? Communication par des gens qui ne sont pas de l'écosystème. Ça, c'est instantané. En général, je vais très loin, voire même je démarre une enquête dessus. Euh, le pourcentage de supply détenu par les portefeuilles de team, et je le mets dans le même truc si est-ce que ces wallets-là sont multisig, est-ce qu'ils sont lock, est-ce que c'est pas juste des wallets privés qui détiennent 30% de la supply, quoi. Parce que j'aime bien rappeler aux gens que si tu vois 20% pour la team, ce qui se fait en ce moment pas mal, et derrière tu vois 30% enfin ou même moins, tu vois 10% pour le marketing, puis 10% pour développement futur, puis 10% pour airdrop ou récompense à la communauté, bah faut pas oublier que ces 30% là, ils sont aussi à la team tant qu'ils sont pas ailleurs, en fait. Donc en fait ta team elle a 50%, elle a pas 20%. Donc ça, je fais très gaffe. Et si c'est vraiment trop élevé, c'est red flag aussi instantané. Après, ça dépend. Il y a des projets qui acceptent d'en parler et qui acceptent de revoir leur position, tu vois. Mais ça, c'est red flag. Et sinon, bon, les promesses de fou, ça, on les a vues, hein, surtout sur les NFT, là. T'en avais. Si t'as le NFT le plus rare, là, le top 1 rank, on t'offre un voyage dans l'espace. C'est vrai, histoire vraie, hein, c'est vraiment un truc que j'ai vu. Ça c'est instant red flag, instant je bloque, instant. Ok, ouais, moi c'est vrai que ça a plus être. Je vais regarder déjà s'il a un Twitter, parce que j'ai l'impression que projet crypto qui n'a pas Twitter, c'est impossible. Après, regarder en fonction du nombre d'abonnés aussi, les interactions. C'est vrai qu'il y en a, Ouais, ils ont 2 likes alors qu'ils ont 150 000 abonnés. Tu dis, mon gars, tu les as ouais, clairement achetés, donc ça pue C'est du c'est- cul. c'est visé, ça. Il y a un mec il y a 2 jours, non? J'en ai pas d'il y a 2 jours, mais je sais même plus les projets. Mais il y a des projets, je me dis, oh, pas mal, j'arrive dessus. J'ai fait, ok, bon, Ah, ça, au c'était revoir. Et pas un après, projet, c'était un influenceur, là, il y a 2 jours, avec le DGN Summit, là, qui a gagné un Call Award du meilleur content créateur vidéo. Et en fait, le mec, c'est que des bots. Il a 150 000, il avait 120 000 ou 150 000 followers. Tous les posts étaient entre 1100 et 1300 j'aime, avec genre 30 RT, tu vois. Et du coup, il s'est fait call out par tout le monde et il a supprimé son compte X. ok, bah, je n'ai pas entendu parler. Et ouais, après, je regarde aussi, pour moi, il faut que la team soit connue, parce que c'est vrai que soit de un, qu'elle soit connue, et de deux, que ce soit des personnes, que ce soit pas quelqu'un comme ça qui ait aucune expérience et qui dise, voilà, moi, je vais faire ce projet, faire un truc de dingue. Bah, mec, si t'as jamais rien fait avant, ça peut réussir, mais Ouais, mais alors, et qu'est-ce que tu penses des teams anonymes? pour moi, ça dépend sur quoi. Ça veut dire que si tu es sur un truc de privacy, mais moi, je trouve que d'un point de vue investissement, c'est quelque chose d'intéressant sur le cachet, mais d'un point de vue investissement, je pense que on le voit avec Monero, ça se fait délister de partout, donc je vais pas dessus, mais si ouais, ça va dépendre sur quoi. Sur du NFT ou du même coin, je peux comprendre, parce que qu'ils mettent un NFT à la place de leur tête, vu qu'ils font un truc NFT. Mais pour moi, un projet sérieux, j'ai du mal avec les teams anonymes. Je pense pas que c'est un scam, mais pour moi, c'est red flag pour justement, je trouve que ça me protège direct et ça m'enlève déjà toute cette recherche à faire derrière, de se dire, bah, faut que j'essaie de le Ouais. trouver qui c'est et de faire confiance à un inconnu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que moi, on m'avait beaucoup dit. C'était un de mes gros red flags à l'époque, la team anonyme, et on m'a dit oui, mais Bitcoin, c'est anonyme. Je fais oui, non, mais ouais, Bitcoin, c'est pas Satoshi qui a tes fonds chez lui, si tu veux, contrairement à un projet NFT où le portefeuille lui appartient. Donc, non, non, je suis d'accord avec toi. Ok, et je voulais savoir aussi, est-ce que tu as t'as des narratifs que tu surveilles plus que les autres? Est-ce que tu penses qu'on va revoir peut-être l'IA, les RWA et la dépine, peut-être un peu de DeFi, ou est-ce que tu es
ou est-ce que tu en as d'autres qui te semblent porteurs pour le prochain pic de hype? Bon, les RWA, je pense qu'on n'a pas eu de pic en vérité. Enfin, contrairement à l'IA, où là, dès que tu mettais IA, tu levais 10 millions dès que tu mettais IA dans ton projet. Les RWA, alors je suis peut-être pas les bonnes personnes sur Twitter pour ça, mais j'ai l'impression de ne pas en avoir entendu parler autant que l'IA en tout cas. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un gros truc qui soit déjà passé dessus. Et bah, de l'immobilier tokenisé, globalement, je vois pas comment ça peut ne pas marcher. Et sinon, en termes d'autres narratives, j'en vois pas comme ça. Je suis un peu au jour le jour. C'est comme j'ai le nez dans les TX maintenant. Je te dis, même niveau DeFi et tout, je fais très peu mes devoirs. En général, je regarde les news, je vois ce qui se passe et je laisse un peu le vent me porter, quoi. Mais là, en voir comme ça maintenant, moi, il y a une utilité que j'aimerais vraiment voir sur les NFT pour que les gens arrêtent de dire que c'est de l'arnaque et de la spéculation. C'est tout ce qui est identification de documents, pour qu'on puisse éviter les documents falsifiés, les trucs comme ça, tu vois. Je sais qu'il y en a qui le font déjà, notamment sur les diplômes ou les trucs comme ça. Mais j'aimerais bien voir ça se démocratiser. Alors effectivement, c'est pas le lambda Jean-Michel Crypto ne va pas forcément aimer ça parce que c'est pas de la spéculation, il n'y aura pas d'argent à faire dessus. Mais c'est un côté de la techno NFT que j'aimerais voir se démocratiser un peu plus. Ouais. Ok, non, ouais, c'est vrai que moi, j'ai un peu d'IA parce que je me dis, c'est une telle hype qu'il y a moyen que ça fonctionne, mais je vois pas Mm. trop de synergie ou très peu. Par contre, un peu plus de RWA parce que je trouve là, il y a vraiment une synergie, il y a des réelles utilités, ça permet de faire les choses plus vite, sans supprimant les tiers de confiance à moindre coût. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Du coup, là, on va arriver sur les deux dernières questions du format. Donc la première, c'est les questions que je pose à tout le monde. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie? Alors, pas forcément que d'un point de vue financier, mais un conseil qui t'a servi. Oh la vache. Est-ce que c'est vraiment un conseil? C'est plutôt une éducation, je dirais, mais globalement, c'est essayer au maximum de faire le bien autour de moi. Je vais pas dire que j'irai pas jusqu'au fait que je crois au karma, mais je pense que si tu essayes de faire le plus de bien autour de toi, il peut rarement t'arriver quelque chose de mal en retour. On n'est pas à l'abri des accidents et des trucs comme ça. Mais les personnes avec qui tu t'entends bien, que tu aides, elles n'ont pas de raison de derrière te poignarder dans le dos ou des trucs comme ça. Donc moi, je dirais aider son prochain le plus possible et avoir énormément enfin, le plus de tolérance possible aussi, globalement, sur tout ce qui nous entoure, quoi. Ok, bon conseil, je suis plutôt d'accord avec toi aussi. Et du coup, la dernière question du format, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur ma chaîne YouTube? Le bro cryptique, esprit cryptique. Après, j'ai peu regardé ta chaîne, je sais pas si tu l'as déjà eu, mais c'est, je pense, une des personnes les plus intéressantes dans l'écosystème FR actuellement. Et je sais qu'il sera potentiellement chaud pour répondre. Parce que je te dirais bien aussi un Stachenko, mais pour avoir Alex, je suis pas sûr que ce soit vraiment facile. Mais cryptique, sans hésiter, ouais. Ok, bah, je vais essayer de le contacter du coup pour voir s'il est intéressé pour une interview. Ça marche. Ok, bah là du coup on arrive sur la fin du format. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais rajouter? Pas spécialement. Faites gaffe quand, quand une liste d'influenceurs ou plusieurs personnes vous parlent d'un projet en même temps. Généralement, c'est ils ont tout à gagner et pas vous. Donc faites attention à vous et investissez de façon intelligente et modérée. Ok, bah merci à toi d'être venu sur la chaîne pour ton temps. Bah, Je trouve merci que à toi pour l'invitation. ouais, je trouve que tu as Plaisir. apporté beaucoup de valeur, tu as permis de montrer une façon un peu différente de penser aussi avec tout ce qui est analyse on-chain. Voilà, j'ai aussi eu prof chaîne il n'y a pas longtemps, donc c'est vrai que je trouve Ah ça bah, pas mal de faire un peu de voir un peu aussi le côté de personnes qui ont vraiment la tête dans la blockchain et qui comprennent un peu mieux comment ça fonctionne. eh ben, merci à toi. On arrive sur la fin de l'interview, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, un analyste on-chain nous a montré tout ce que pouvait apporter son travail, à savoir rentrer plus en détail et diguer des projets, mais aussi pouvoir trouver les différents scams et donc les dénoncer. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.